Bonsoir à tous et à toutes. Nous voici pour cette, je disais, avant-dernière séquence du forum, parce qu'on vous attend ce soir aussi pour venir chanter et faire la fête avec nous autour d'Eve, mais c'est aussi un temps un peu conclusif entre nous. On a un joli panel de témoins, de grands témoins du forum qui est à cette table et qui représentent chacun, on leur a demandé de représenter un des mondes qui était présent dans le forum. Vous savez que c'est une des forces de cette organisation, c'est que c'est un lieu de croisement des mondes entre le monde de la recherche, le monde de ce qu'on appelle la société civile, les associations, les citoyens, etc., le monde des collectivités territoriales, celui des relations nord-sud et celui des entreprises. À ces 5 mondes, il y a Mélina Héranger qui va nous rejoindre aussi, on a posé 4 questions et je vais vous les poser parce que l'idée c'est que vous puissiez aussi essayer d'y répondre avec eux. On vous a distribué des petits bouts de papier et vous allez avoir l'immense chance de pouvoir être projeté sur la table de clé de 12. Donc vous avez le droit de faire des petits dessins, évidemment, mais vous avez le droit aussi d'écrire tout simplement. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez aussi nous faire ce retour, votre propre miel du forum, à partir des 4 questions qui leur ont été posées. La première question c'est: qu'est-ce qui vous a surpris dans ce forum ? Vous étiez venu avec une idée, une intention, une représentation, et vous repartez peut-être avec autre chose. Il y a des moments qui vous ont surpris, des personnes, des rencontres, des idées, etc. Qu'est-ce qui vous a surpris ? C'est la première question. La deuxième, c'est: qu'est-ce que vous garderez précieusement ? Ça peut être la même chose, mais ça peut être différent. Et vous dites, voilà, j'ai vécu des choses pendant 1, 2, 3 jours, un atelier, plusieurs ateliers, plusieurs tables rondes, ça. Qu'est-ce que je garde précieusement et que je vais essayer de cultiver, de faire durer au-delà de ces 3 jours ? La troisième question, c'est: qu'est-ce qui vous a bousculé ? Vous étiez venu avec peut-être des idées, voire des certitudes. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont fait sortir du chemin, de vos voies tracées ? Qu'est-ce qui vous a bousculé ? Ça peut être en positif ou en négatif. On a aussi le droit de dire, ben voilà, ça ne m'a pas trop plu, c'était pas simple à entendre, ou je ne suis pas d'accord, etc. Et puis, la quatrième question, parce que vous avez bien compris que toute l'intention de cet après-midi, c'est le « et après » et « maintenant », comment est-ce qu'on arrive ? C'est avec quoi vous repartez ? Qu'est-ce que ça vous donne envie de changer ou de tenter ? Ça peut être une petite chose, ça peut être une grande chose, mais qu'est-ce que vous avez envie de changer ou de tenter quand vous rentrez chez vous ce soir, lundi matin, au boulot, en famille, dans votre quartier, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de tenter ? Donc voilà, c'est ces 4 questions qui ont été posées. Alors, je vais dire dans l'ordre d'apparition. On va faire donner la parole en premier à Jorge, je n'ai pas fait espagnol, hein, ça se sent, Guardiola, qui est professeur à Grenade et qui est spécialisé sur la question du développement humain, l'accès à l'eau et la lutte contre la faim. Donc il va nous donner son point de vue en premier. Et donc lui, il est là en tant que représentant de la recherche. Ensuite, on va donner la parole à quelqu'un que vous connaissez déjà bien maintenant, qui est Method Gundzizia, qui est directeur de la fondation Earthlore et qui vient d'Afrique du Sud et qui parlera au nom de l'international, de cette dimension un peu planétaire qu'on a vécue pendant ces 3 jours du forum. On donnera ensuite la parole à Pascal Mioche, qui est le directeur d'une entreprise qui s'appelle Automatique et Industrie et qui va nous parler au nom de ce monde des entreprises dont on a parlé aussi pas mal pendant ces 3 jours du forum, avec qui on a parlé. Et puis, on donnera aussi la parole à Viviane Labrie, qui nous vient du Québec et qui est membre de l'équipe pluridisciplinaire Erasme, donc l'équipe de recherche et d'action en santé mentale et en culture. Donc on lui a donné le rôle de porte-parole des citoyens. Et on terminera en donnant la parole à Mélina Héranger, qui est vice-présidente à la métropole de Grenoble, chargée du tourisme, de l'attractivité, de l'innovation de l'université et de la qualité de vie, et qui, à la fin de ce forum, aura une délégation au bien vivre. C'est ça. Donc je donne tout de suite la parole à Jorge pour un petit voyage un peu dans le temps et dans l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je vais essayer de parler en français. Je vais voir si je vais... Merci beaucoup. J'avais une petite présentation. Et voilà, très bien. Donc, je voudrais commencer avec ces impressions en disant que j'aime beaucoup la bande dessinée.
J'aime beaucoup la bande dessinée depuis que je suis petit. Et particulièrement, j'aime bien la bande dessinée française. Moebius, Jan Sfar, Lewis Stronghead, Marlène Satrapi. Et surtout, j'aime bien ça, Astérix et Obélix. Et j'ai commencé à lire quand j'étais, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle pas, mais je crois que tout le monde le connaît, Astérix et Obélix, et moi, j'aime bien. Et pourquoi je parle maintenant sur Astérix et Obélix, je voudrais vous dire, et c'est pour cette histoire de l'Empire romain. C'est un petit village français et c'est l'Empire romain qui veut quitter la culture à Astérix, Obélix et son voisin et voisine, mais il résiste à l'Empire. Et il ne veut renoncer à ses valeurs, à ses cultures. Et maintenant, c'est comme 2000 ans après cette histoire, et je crois qu'on a un autre empire qui veut voler la culture de la village gallois, que je ne sais pas comment dire, comment les mettre dans cet empire, peut-être que l'empire capitaliste, peut-être, qu'il veut quitter les valeurs et mettre des autres valeurs. Les valeurs comme l'individualisme, la compétitivité, le matérialisme, le courir après l'argent, l'inégalité, l'égalité et l'exploitation de la nature. Mais le petit village gallois est toujours en résistance de ces antivaleurs. Et j'ai trouvé, quand j'ai venu ici à Grenoble, ces 3 jours ici, qu'on est dans un petit gallois, un petit village gallois, tous ensemble, en train de faire cette résistance à l'Empire. Et comment est-ce qu'on fait la résistance? Avec la potion magique de Panoramix, qu'on prend ces potions et on est fort et prêt pour faire ces résistances à l'Empire romain. Et quelle est la potion secrète de Panoramix qu'on a pris, je crois, tout le monde dans ces 3 jours? À mon avis, c'est la convivialité, l'amitié, l'amour, la compassion, la spiritualité, le bien commun, les connexions avec la nature, la beauté, l'art, la méditation, en bref, le bien vivre. Je crois que ça c'était notre potion magique. Et moi, je dois parler sur la recherche parce que je suis un chercheur. Et je voudrais vous dire que je ne sais pas comment, je suis allé à beaucoup de forums et congrès, et je ne sais pas comment de voir ces chaleurs romains et cette portion de potion magique qu'on a ici. Normalement, la potion magique, c'est quelque chose de pas sérieux. Donc, on peut faire la recherche sur ça, on ne discute pas sur la recherche. Et j'ai découvert ici, que peut-être que l'Empire veut que la potion magique, ce n'est pas sérieux, et comme ça, on ne peut pas faire la recherche, on ne peut pas parler, on ne peut pas vivre la potion magique. Mais je crois qu'ici, on a parlé, on a vécu la potion magique, et on a fait la recherche, mais pas seulement la recherche, on a fait le yoga, on a fait la méditation, on a partagé avec la société civile, des ONG, des institutions, et c'était très marrant. Je crois que tous nous, on a goûté la potion magique. Et je voudrais aussi signaler de la village gallois et d'Astérix et Obélix qu'ils ont voyagé par tout le monde pour partager ces potions magiques. Et la bonheur, l'amitié, les rencontres avec l'autre, et comme ça, l'autre devient nous, dans une position d'égalité. Et quand je suis un petit enfant, cette aventure, ils m'ont sucré la vie. Et ici, à le forum, j'ai découvert que aussi,
il y a encore un petit enfant dans moi. Donc, et ça m'a sucré la vie aussi. Et oui, et pour ça, je voudrais vous dire merci parce que maintenant, à Grenoble, ce n'est pas Astérix et Obélix qui sont venus chez moi, c'est les autres, les amis qui sont venus à la village gallois et on est ici tous ensemble. Et pour ça, je voudrais dire merci beaucoup aux organisateurs. Aux techniciens de son et d'image, aux traducteurs, les animateurs qui sont venus du futur, merci beaucoup, les personnels de nettoyage, et les dessinateurs qui l'ont fait en bande dessinée de moi, donc j'ai devenu un peu la bande dessinée, c'était quelque chose de très marrant, les volontaires et les participants. Et voilà, le petit village gallois. Aussi avec les Romains, l'Empire, tous ensemble. Et je crois que peut-être que pour les prochains, on peut emmener des gens de l'Empire et comme ça, on va faire, comme on dit en français, on va les bousculer. Je crois que ça, pour moi, ça m'a bousculé beaucoup de choses dans ma tête et dans mon cœur. Et je crois que pour la prochaine. Et aussi, je retourne chez moi comme si j'avais tombé dans la marmite. C'est trouvé aussi. Donc, il y a beaucoup de force pour faire la recherche d'une autre manière, chaque fois plus humaine, plus écologique, et de partager avec les autres, et d'être avec les autres. Et je voudrais finir en disant, ils sont fous, ces humains. Merci beaucoup. Et je crois que l'aventure, c'est presque fini. Et c'est le moment d'écouter les autres copains et après, on peut aller manger en sanglier. Végétarien, sanglier, c'est mieux. Donc, merci beaucoup. Alors, merci Roger. Alors, on espère tous qu'on a plutôt appris à faire la potion magique plutôt que reçu une gourde, hein, comme on dit qu'on a plutôt appris à pêcher que reçu un poisson, et qu'on est tous un peu des panoramix après ces 3 jours. Je donne la parole à Méthode pour un autre regard sur ces 3 jours du forum. Well, thank you very much. If I consider how much I thought it was impossible to come here because of the COVID restrictions, I feel so excited to have been here nonetheless. One of the first things that surprised me when I came here and arrived here in France was the absence of masks. In South Africa, I hadn't been to a function as big as this where people didn't have masks. So I was surprised by that. Thank you. When we arrived here in Grenoble as partners, we were invited to an evening to get together. And one exercise that we did was to stand on our feet and resemble the globe. And we were all standing respectively according to the regions, the countries, and the continents where we were coming from. And I was just excited again and surprised to see the coverage of this forum. Thank you very much to the organizers. On the first day, we had children, the young people who were sitting there, and we had the privilege of having young people presenting, sitting here and speaking to the elders from this platform. Once again, thank you very much. And one of the young presenters identified the elders, identified the children, identified the whole spectrum of
people who were here, a resemblance for me of a family. And such gatherings do not often resemble a family. And yet it was just such a diversity of people from a diversity of backgrounds. Once again, thank you for that. I felt that there was a bit of a lack of business representation. And business is such a critical element in this moment that we are. And I'm glad our colleague is here. What I take from this forum is the aspect of experience. The idea that I felt that there are so many fires that are lighting up, fires that are burning in different countries, in different continents. And there is a writer who is called Margaret Whittle, who has written about the concept of emergence. And she speaks of how many of this concept of fires being lit all over the shore, and that as they burn more and more, the fires will start to converge, and then one big fire will emerge. And she calls this the concept of emergence. And I really felt it when people from different countries were sharing their practical experiences, what they are doing on the ground, around topics to nature, the earth, topics that speak to well-being. And again, this is something I really take with me. One presenter spoke about consciousness about how we consume and how we use power. And they spoke to me about when we have food in the plate, that food represents one, power in terms of electricity, power in terms of oil, power in terms of transportation, and just for us to be able to carry the consciousness of how much power we consume every day, and becoming conscious of our own efforts to be able to lower the use of power, which is one of the greatest contributions to pollution and climate change these days. One speaker, and this is what I take as I go home, said, "We don't have a clear image of how our society will look like. We are in transition. We aren't clear. We are working hard. And we know that the current development and ecological trajectory is causing a lot of these polycrises that we are experiencing now. And yet, we who are here today and over the last 3 days are, in our own respective ways, taking the small actions that we are taking every day. And it's something that I experienced, and I will continue and take it back home myself. I'll continue to quote all these because these are the things that will continue to stick in my head as I go back home. Somebody also said, we don't need permission to act. So we will continue with what we are doing. And I, too, will continue with what I am doing, working with the communities on the ground in every way possible to reduce the impacts of climate change and to contribute to the well-being of our mother planet. Relationship with nature came out to me as one of the fundamental issues in this work in the transitional arrangements. And I learned a lot from research that was presented here, that being in nature and with nature actually nurtures we, human beings. And I take that home. And I will end
with a request. We came here 3 days ago, and we came into a community of trees, a community of insects, of ants, of shrubs and grass, flowers. We saw the birds, we heard them singing. This is the community we came into. This is the community we live with every day. We don't notice it. I would like to ask, as we live, to go outside and thank the trees, thank the flowers, thank the birds. Thank the trees for the shade that they give us. Thank the birds for giving way to us as we were sitting, and they were giving way to us. And this is, for me, this relationship that is intimate enough to create empathy for us to act from a space of love, as my colleague has said. Thank you. Merci beaucoup. On passe la parole à Pascal Mioche. Et n'oubliez pas d'écrire, de faire remonter vos petits messages. Il y a Annabelle et Fatia qui sont là pour les ramasser. Si ça vous simplifie l'esprit, ça peut être un message à envoyer en 2052. Qu'est-ce que vous avez retenu du forum de 2022 ? Bonjour, donc Pascal Mioche, je suis le dirigeant d'une PME, parce qu'en entreprise, il y a beaucoup d'entreprises, dont je ne prétends pas du tout représenter les entreprises. Donc une PME de 120 personnes, principalement dans les sujets de gestion d'énergie, de production d'énergie renouvelable notamment. Alors, sur cette table, je pense que je suis le plus lourd en volume et en poids, je veux dire. Je suis sans doute le plus petit en compétences. Donc, je vais m'exprimer de manière assez simple et vraiment sur ce que j'ai ressenti. Donc déjà, c'est la première fois que j'assiste à ce genre de forum. J'ai été impressionné par la largeur des thématiques, et puis j'ai ressenti de bonnes ondes. Bon, j'ai été accueilli par les deux allumés là, qui sont là, donc je me suis dit, tiens, directement 2052, est-ce que je suis prêt ? Voilà, donc j'ai trouvé je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Hein, donc, bon, on est une entreprise quand même assez sensibilisée sur ces sujets-là. On est adhérent du Global Compact, par exemple. Donc, voilà, sur les questions de bien-être sont importants. Et cette association finalement, de l'environnement et du bien-vivre, enfin, tout est dans le titre, finalement, du forum. Je l'ai ressenti, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Qu'est-ce que je vais garder ? Tout simplement, et j'étais venu pour ça aussi, hein, c'est des méthodes. J'ai trouvé le côté optimiste qui ressortait quand même avec de l'espoir, parce que souvent on se dit il n'y a plus d'espoir. Donc si, moi j'ai retrouvé l'espoir ici parce que on a parlé d'agir. Donc l'idée c'est d'agir. J'ai découvert des choses comme les 3 horizons de Bill Sharp. J'ai pu nouer des contacts, récupérer des cartes de visite pour des indicateurs du bien-vivre. Je suis président du conseil de développement aussi du Pays Voironnais, qui est une petite ville à côté de Grenoble, enfin une agglomération de 100 000 habitants à peu près, enfin de 34 communes. Mon rôle, c'est aussi, avec une équipe de 50 personnes, d'apporter des idées. Donc je suis venu un petit peu faire l'éponge ici. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai trouvé pas mal de bienveillance vis-à-vis des PME et des petites entreprises d'une manière générale, beaucoup moins vis-à-vis des grands groupes. Alors, dans les points qui m'ont dérangé, alors j'ai pas assisté à tout, il y a peut-être eu des moments où les choses étaient différentes, mais on parle d'actionnaires, on parle de citoyens, on parle de salariés, on parle de consommateurs. On a tendance à oublier qu'on est souvent tout à la fois, quoi. Et même quand on ne pense pas être actionnaire, si on a un petit bout d'assurance vie ou un petit bout de placement quelque part, on a sans doute une SICAV, et je suis persuadé qu'il y a parmi vous des gens qui ont des parts dans Total ou dans Shell sans le savoir, quoi. Donc voilà, et souvent on présente l'actionnaire comme une personne
comme une personne agressive, comme une personne malveillante. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que mes associés, ils ne sont pas richissimes et ils ne touchent pas de dividendes parce que l'entreprise n'en distribue pas pour l'instant, parce qu'on est encore en train de rembourser un prêt. Donc voilà, donc c'est ce point-là, moi, que c'est une demande que je fais en même temps, c'est ne pas mettre... alors, c'est François Hollande, hein, je crois, qui avait dit que son ennemi était la finance. Il n'avait pas dit que les entreprises étaient son ennemi. Donc il faut qu'on fasse peut-être cette différence entre la finance, l'argent pour l'argent, et l'entreprise pour entreprendre. Et il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de systèmes d'entreprises qui sont... et puis plein de systèmes qui s'inventent encore avec les scopes, etc., ou l'actionnaire, puisqu'il existe aussi là, et à son importance. Donc attention, peut-être quand on emploie le terme d'actionnaire et qui est une mauvaise personne avec des mauvaises intentions dont le seul but est de s'enrichir, ça blesse quand même pas mal de monde, quoi. Et c'est pas favorable au débat, quoi. Voilà. Quelque chose que j'ai ressenti aussi, il y a un petit peu le clivage, mais j'ai trouvé le côté très positif, c'est entre l'approche de dire on doit renoncer et faire des choix sur nos besoins fondamentaux, et puis l'autre côté, imaginons 2050 et rêvons l'avenir. Bon, j'ai trouvé qu'on était plutôt dans l'ambiance rêvons l'avenir qui me convient plus, hein, clairement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de chefs d'entreprise, effectivement. J'en ai pas croisé, mais je pense que certains le sont, ou notamment de toutes petites entreprises. Là aussi, dans les messages, je suis fils d'agriculteur aussi, donc on peut faire le parallèle, je pense, entre l'agriculture, l'évolution de l'agriculture et l'évolution des entreprises, et des fois, on est les deux à la fois. C'est besoin d'accompagnement. Donc peut-être un message que je voudrais faire passer aussi, c'est que les agriculteurs ont besoin d'accompagnement pour changer de production, de type de production, parce que changer sa vie et changer son quotidien, sachant qu'en même temps, c'est ce qui remplit son assiette et qui permet de faire vivre sa famille, ça fait peur. Donc les agriculteurs sont souvent dans cette position-là. Il y a ceux qui ont plus de courage et qui changent tout de suite de leur propre initiative. Les autres, il faut les aider. Les chefs d'entreprise, c'est un petit peu pareil. Voilà, je pense qu'on a globalement besoin d'aide et besoin de compétences. Voilà, donc c'est un message aussi à passer. Je pense que moi, j'ai trouvé des choses et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu plus de gens qui viennent. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de porter maintenant ? Eh bien, justement, donc c'est... Je pourrais l'avoir, celui-là. Voilà. Et voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de porter, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est essayer d'écouter, d'entendre, de convaincre, dans l'humilité quand même. Je pense que c'est important. Et puis cette idée de dire, mais ça je rejoins ce que je disais un petit peu avant, c'est d'essayer de convaincre sans juger. Donc j'aimerais bien qu'on ne se juge pas, mais qu'on se dise on va changer le monde, mais qu'on ne se juge pas, quoi, parce que l'être humain n'est pas foncièrement mauvais, je pense. Voilà. C'est à peu près tout. Et je pense que le rôle des entreprises là-dedans est aussi assez proche sans doute du rôle des élus. Et d'ailleurs, c'est en travaillant aussi avec les élus sur les futures zones industrielles, les espaces économiques, comment les rendre intelligents, comment les rendre plus vertueux et comment choisir ces productions pour qu'elles soient utiles et pas futiles. Donc voilà, moi c'est ce que je suis venu chercher, que j'ai quand même eu pas mal, quoi. Merci à tous. Merci beaucoup et on passe donc la parole à Viviane au nom de la société civile sans la représenter. Au nom de la vie en société, disons-le comme ça. Hein? Bonsoir. Quand j'ai pensé aujourd'hui un peu à ce rapport d'étonnement, on nous demandait un rapport d'étonnement. Peu à peu, il y a un titre qui s'est placé. Au début, c'était une parole, une phrase de Thich Nhat Hanh, qui est un maître zen qui est décédé cette année, en lien avec le village des pruniers, qui dit « Sans la boue, pas de lotus ». Et puis, en y pensant,
ça s'est transformé aussi à « sans la terre, pas de lotus ». Puis en y pensant encore, ça m'a conduit à « sans la mère terre, pas de lotus ». Alors, quelque part, ça me conduit, ça habite ma journée aujourd'hui. Maintenant, bon, je vais expliquer un peu ce qui m'a surpris. J'étais présente au forum de 2018. Et puis, si on peut dire, au forum de 2018, il était peut-être question que ça serait bien de construire un monde en lotus. En ce moment, cette année, j'ai eu l'impression qu'on est passé dans le laboratoire. Ou encore, peut-être on pourrait dire que on a entrepris la transition, pour parler d'entreprise. La transition est entreprise par les gens qui ont été au forum cette année. On est en mode expérimentation. En même temps, on est passé comme société en mode urgence, avec des crises, des bouleversements. Et curieusement, le donut a poussé dans plusieurs villes aussi. Alors, c'est des choses qui m'ont frappée. J'ai été frappée aussi par le titre qui me paraissait très approprié au moment où on est rendu, « Tenir le cap », je dirais, dans le monde tel qu'il est. Et j'en ai parlé un peu avec Jean-Paul cet après-midi, qui me disait, dans certains endroits, il faut en premier tenir bon, tout simplement. Et parfois, il faut trouver et retrouver le cap. Alors, ça rappelle un peu dans quoi on est. C'est pour ça que je parle aussi de la boue, parce qu'il y a du dur là-dedans. On vit aussi, pas que des belles choses, mais des choses dures aussi. Et j'ai eu le sentiment d'être à la bonne place pour me ressourcer pendant que j'étais ici. Une autre chose qui m'a surprise, c'est la place de la spiritualité dans le colloque, dans le forum. C'est présent de toutes sortes de façons. Ça m'a beaucoup frappée. Et puis, du sensible, l'invitation à l'intelligence du cœur. C'est une chose qui va me rester. Je vais garder ça précieusement, comme les mots « coexister », puis comme les mots « suffisance ». C'était en anglais hier, « sufficient ». Et qu'est-ce qui est suffisant? Qu'est-ce qui est un niveau de vie suffisant? Cet après-midi, un peu en lien avec cette question de la mère Terre et du fait qu'on a entendu à plusieurs reprises, et Célina nous le rappelait ce midi, que nous sommes la nature, que nous faisons partie de la nature, nous n'en sommes pas différents. J'ai décidé de mettre en action le conseil qui nous a été donné au début du forum, de prendre un moment dehors. Je suis allée m'asseoir au pied d'un arbre. Mais j'ai presque envie de vous suggérer, pendant que je le mentionne, de penser à vos pieds. Et puis qu'on pense à nos pieds, qu'on pose nos pieds au sol, puis qu'on se rappelle que ce sol-là, c'est notre sol à tout le monde. Et qu'on est tous partie prenante de ce sol-là. Et ce qui me vient en pensant à ça, c'est le mot gravité, avec tous les sens. On est dans une période, on vit de la gravité et on est tenu dans la gravité. Et c'est bien que ce soit comme ça. Et je me suis dit, peut-être cet après-midi, que la mère Terre peut être là pour vivre dans la gravité. Elle nous tient. On ne partira pas dans l'espace tout seul. Ça prend des fusées pour le faire. Elle nous tient si on veut bien y rester. Je retiendrai aussi une parole de Alberto. La lucha se hace sin pedir al poder. La lutte se fait sans demander au pouvoir. Je pense que c'est une bonne permission. Je vais garder précieusement aussi toute la bonté qui fait qu'on est ici aujourd'hui, tout le travail qui a été mis pour nous réunir, avec beaucoup de gratitude pour les personnes qui ont organisé ce forum, qui nous permet de nous ressourcer ensemble et d'être sur cette terre avec joie et gravité en même temps. Ce qui m'a un peu bousculée, j'ai besoin de continuer d'y penser, c'est l'échelle dans laquelle on se place pour parler de la transition. Quand on compare des pays, on peut avoir l'impression qu'en moyenne, ici, c'est vraiment bien,
et ici, c'est très dur, ou enfin, que les efforts sont plus à mettre ici que là. Mais dans chaque pays, il y a des disparités, il y a des échelles sociales. Alors, j'ai comme envie de regarder comment on fait pour jouer avec les échelles sans perdre l'idée que chaque personne vit une situation particulière dans sa société. Avec quoi je repars? Qu'est-ce que je vais tenter? Qu'est-ce que je vais tenter de continuer? Hier soir, on s'est trouvés en bibliothèque humaine et puis il y avait attendez, je vais retrouver son nom, ce ne sera pas long. Il y avait Benoît, on était comme des livres vivants. Et on a eu un échange qui m'a amené à me dire, on peut se demander quel est le niveau de vie qui est socialement acceptable et juste dans notre société, et on peut se demander quel est le niveau de vie qui est écologiquement acceptable et juste dans notre société ou sur notre planète, sur la mère Terre. Et je me dis, comment on fait la jonction plus précisément sur le niveau de vie? Il me semble que c'est un repère nécessaire pour une prochaine étape. Alors, j'ai eu ça aussi dans l'esprit. J'ai presque terminé. Rendu ici, je rejoins, je ne pensais pas qu'on serait au même endroit avec Lucas en 2052. Je repars avec des graines. Et puis, on nous a beaucoup parlé, je pense à Méthode, par exemple, qui nous en a parlé, de l'échange des graines. Je ne sais pas s'il y a des graines de lotus dans mon paquet. Quelle sorte de graines il y a? Il y en a certaines que je vais connaître juste à les voir bouger un peu si je les arrose un peu. Mais ça, c'est très, très précieux pour moi. Le fait qu'on a partagé des idées, des projets, et c'est peut-être encore trop tôt pour savoir quelle forme ça va prendre. Mais c'est à ce moment-ci que je me dis, sans la boue, pas de lotus, alors arrosons ces graines, puis on verra bien ce qui arrivera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célina. Effectivement, une invitation à que le hou. Une invitation à aller faire des câlins aux arbres en sortant. Et je passe la parole à Mélina Héranger pour une réaction au titre des politiques, des élus. Bonsoir à toutes et à tous, et merci de préciser, Hélène, que c'est une intervention à titre d'élu. Pourquoi? Parce qu'à titre d'élu, malheureusement, mon rapport d'étonnement, si je suis tout à fait honnête, ce que j'ai appris du forum, pas assez. Pourquoi pas assez? Parce que je n'ai pas pu y participer. Ou en tout cas, pas assez. Et ce que vous montrez là, c'est ce que j'ai loupé, et c'est bien. Et c'est ça aussi l'interpellation des élus. C'est de se dire qu'on ne prend peut-être pas le temps pour les bonnes choses et que le temps, il est temps de le prendre. Donc, effectivement, je n'ai pas appris à faire la potion magique, mais du coup, j'en ai eu un peu à travers vos interventions et vos témoignages. Merci pour cela, merci pour l'énergie que vous portez. Pour autant, je me sens bousculée. Et sans voir non plus tout ce qui est négatif, et puisqu'on ne juge pas, ni les politiques, ni les actionnaires, j'ai quand même dans mon rôle politique un tout petit peu mis une petite graine, alors peut-être celle de la subvention ou celle de croire dans le fait de se réunir aujourd'hui et contribuer à ma petite échelle à le rendre aussi possible. Donc, effectivement, on est tous ici ensemble, pas les gentils et les méchants, mais tous vers une gratitude, déjà celle envers Mère Nature et celle qu'on se doit les uns envers les autres. Donc, j'ai envie de vous lire un texte qui n'est pas de 2052, parce que je n'en ai pas encore de texte de 2052. Je vais vous en lire un sans vous donner l'auteur, mais en vous en donnant la date. Alors, la date, c'est le 29 juin 1988.
j'ai changé les... Il parle donc au masculin et je change en le mettant au féminin. Je suis de celles qui croient au plus profond d'eux-mêmes que la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Nous vivons sous l'empire de l'image, et d'abord de celle de la télévision. Pas un attentat, pas une guerre, pas une catastrophe qui ne nous soit rendue immensément proche, pas un événement qui ne nous soit connu dans le moment même où il se produit. Et pourtant, tout cela reste fort lointain de notre vie quotidienne. Une image chasse l'autre, un événement chasse l'autre. Le rythme politique auquel nous vivons tous, passant de l'élection au sondage, de la petite phrase au coup médiatique, érigera, si nous n'y prenons garde, la myopie en art de gouvernement et rabaissera la responsabilité du citoyen à l'opinion passagère du sondé. Une telle paupérisation intellectuelle de la société politique et de l'État produit des effets graves dans la conduite de politiques et de décisions qui exigent une vision à long terme. Donner du temps au temps, c'est retrouver le sens de la durée, c'est savoir ne jamais sacrifier l'avenir et le moyen terme aux opportunités du moment. Je vous lis ceci puisque aujourd'hui, je réalise que je suis passée à côté du temps, celui de s'arrêter et celui de prendre ce temps de partager avec vous. Ce texte, écrit en 88, nous montre que maintenant le temps, déjà à l'époque, ils pensaient ne plus l'avoir. Aujourd'hui, nous ne l'avons plus et il est temps d'agir. Nous avons pris le temps d'y réfléchir. Nous devons maintenant agir et agir ensemble. C'est ce que vous avez fait pendant ces 3 jours. Merci pour cela. Je rajouterai une phrase que j'aime beaucoup et un peu de poésie, car il faut toujours de l'art. La terre est bleue comme une orange. C'est une phrase de Paul Éluard. Celle-ci doit effectivement, ou pour moi, représente la plus belle des poésies, celle de l'imaginaire, celle qui fait que l'incompréhensible est pourtant compréhensible dans le sensible. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que la terre est bleue comme une orange prenne son sens premier par rapport à du réchauffement climatique. Donc, je veux garder l'espoir et la poésie de cette phrase et merci d'y contribuer. La révolution est en marche, la révolution du donut, version matriarcat. Merci beaucoup à tous les 5 pour ces témoignages sensibles qui ont utilisé le cœur, le corps et l'esprit. Dans le pas d'après, une des propositions qu'on s'était faites collectivement, c'était de travailler sur ce manifeste, qui est une manière aussi de dire il y a un acte politique dans ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a un des groupes tout à l'heure qui a travaillé sur la question du manifeste et qui va nous dire un peu comment est-ce qu'on part ensemble avec ce manifeste. Et avant de leur donner la parole, je propose à Annabelle, Céline et Fiona d'aller lire ce manifeste, parce que tout le monde n'a peut-être pas pris le temps de le faire. Et pendant ce temps-là, si on peut afficher quelques-unes des phrases, des retours, ça peut nous permettre de cultiver ensemble. Vas-y, il n'y a pas... Céline, elle est là. Alors, peut-être que je le tourne dans l'autre sens, comme ça, juste, je vous tourne pas le dos. Je prends paragraphe suivant. Voilà. Désolée pour... comme ça. Alors, manifeste, prendre le cap du bien vivre, compter ce qui compte. Un modèle économique basé sur une croissance... Pardon. Ouais. Ok. Alors, un modèle économique basé sur une croissance infinie dans un monde fini n'est pas viable. Année après année, les dérèglements écologiques, sociaux et économiques sont devenus systémiques et ils s'intensifient.
Tout indique qu'il y a nécessité et urgence à un changement radical des modes de consommation et de production. Encore ? C'est connu ça en plus déjà. Bon, ok. Tout indique qu'il y a nécessité et urgence à un changement radical des modes de consommation et de production. Les rapports du GIEC sonnent l'alerte. Les épisodes climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents, impactent directement la vie de très nombreux citoyens sur toute la planète. Les inégalités sociales sont d'autant plus insoutenables que ce sont les personnes les plus précaires qui subissent le plus fortement l'impact des dérèglements environnementaux. Exposition aux risques, inégalité d'accès aux services et aux ressources, inégalité de santé. Pourtant, leur mode de vie impacte bien moins le climat que celui des populations les plus aisées. Nous refusons le fatalisme et la sidération. Partout, des personnes, des collectifs, des collectivités recherchent, imaginent et mettent en œuvre à leur échelle de nouveaux récits, des actions de transition et de transformation pour cheminer vers un monde socialement juste et écologiquement soutenable. La crise sanitaire et la pandémie ont fait ressurgir avec force la question de ce qui compte vraiment, la nécessité de changer de modèle. Elles ont aussi mis en évidence l'extraordinaire capacité de coopération des êtres humains pour faire face et surmonter les difficultés. Se doter d'outils pour l'action. Dans ce contexte, nous devons nous saisir des outils de mesure et de pilotage qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés et nous affranchir d'outils comptables et économiques trop focalisés sur le court terme. Les indicateurs sont des boussoles nécessaires pour orienter nos actions et nos politiques vers le bien-vivre pour tous et pour la planète. Ils ne peuvent être le seul fondement du projet de société, mais ils peuvent contribuer à le dessiner. Outils d'information et de pilotage, ils façonnent le réel et structurent notre vision du monde en nous montrant la direction à regarder. Ce travail ne peut se faire que par un processus associant l'ensemble des citoyens et citoyennes, toutes les parties prenantes de la société, avec une vraie place donnée aux minorités et personnes marginalisées. Il s'agit en effet d'établir une nouvelle convention sociale et politique par la définition de ce qui compte et de ce qu'on doit compter. Deuxième paragraphe. S'appuyer sur ce qui existe, aller plus loin. Des indicateurs alternatifs aux seuls indicateurs économiques existent. J'ai fait quelque chose. Ah. J'ai le nez rouge. J'avais jamais réalisé que les indicateurs étaient aussi drôles. Des indicateurs alternatifs aux seuls indicateurs économiques existent et sont une ressource pour l'action. Quand nous utilisons des indicateurs mieux ajustés, ils permettent de révéler des situations invisibles jusque-là et de prioriser l'essentiel et d'agir au plus près des besoins. Les territoires sont des espaces d'action privilégiés. Ce sont des lieux vécus d'un point de vue matériel, politique, symbolique et relationnel. Ce sont aussi des espaces où l'action demeure possible et ancrée dans un contexte où les mesures prises à l'échelle globale pour répondre aux enjeux socio-écologiques sont insuffisantes. Dans de nombreux territoires, le cap du bien-vivre est pris. Aller plus loin suppose de dépasser deux écueils actuels. Premier écueil, répondre aux seuls symptômes des crises en cours ne suffit pas. Il nous faut considérer les interdépendances à plusieurs niveaux. Les interdépendances sociales, économiques, écologiques, les interdépendances entre les personnes et les collectifs, les interdépendances entre le niveau local, national
et globale les interdépendances entre les générations futures et passées, et présentes. Je rajouterais bien passé dans le manifeste. On peut le faire? Ah non, ça manque. Pour le moment, prendre en compte ces interdépendances pose une vraie difficulté. Les indicateurs actuellement intègrent très mal ces interdépendances et le risque est d'arriver à une juxtaposition des expertises et des indicateurs qui ne permettent pas d'appréhender la complexité des situations et donc de concevoir des réponses à la hauteur des enjeux. Répondre aux seuls besoins des êtres humains ne suffit pas. Les enjeux de la préservation de la planète, de la biodiversité, de la qualité des sols, de l'air, des eaux, doivent nous mener à mieux intégrer les indicateurs de limites, de seuils et de bon fonctionnement écologique. Cela suppose de prendre la pleine mesure de notre relation à une nature qui, elle aussi, a des droits. S'engager. Les signataires, dans la dynamique des forums internationaux pour le bien vivre 2018 puis 2022, s'engagent à tout mettre en œuvre dans leurs actions sur leur territoire et en lien avec l'ensemble des acteurs et actrices qui le font vivre, citoyennes, associations, entreprises, recherche, acteurs publics, pour articuler et penser ensemble les enjeux sociaux et environnementaux et les différentes échelles d'action. Choisir des boussoles qui permettent de prendre en compte nos interdépendances. Définir collectivement des seuils de soutenabilité sociale et environnementale et se doter d'espaces de discussion démocratique sur la manière dont ces seuils sont définis et pris en compte. Piloter en assumant le choix du bien vivre, même s'il bouscule et s'il est parfois incertain. Et pour ce faire, se doter d'outils d'observation, de prospective et d'évaluation afin de suivre la trajectoire collective. Dépasser l'enfermement dans le court terme au profit de stratégies de moyen et long terme. Et pour ce faire, relire chaque décision du quotidien à l'aune des 4 impacts, écologiques et sociaux, locaux et globaux. Et bien évidemment, tisser des alliances inédites entre acteurs, oser le lobbying de transformation en interpellant d'autres décideurs, d'autres territoires. Et continuer à chercher, innover, expérimenter et à partager ces expériences pour renforcer et nourrir un réseau des acteurs en recherche et des chercheurs en action. Voilà. Alors, ce manifeste, vous êtes toutes et tous invités à le signer, si vous êtes d'accord avec, évidemment. Et oui, on ne voit pas très bien. L'avenir, on est obligé d'y croire, car nous y passerons vraisemblablement le restant de nos jours. Transmettons les valeurs de ce forum à nos enfants et petits-enfants, c'est notre responsabilité. Échange de belles idées et rencontres avec des personnes extraordinaires, du Népal à Grenoble, l'un des beaux souvenirs pour moi. Merci Forum Bien Vivre. Namasté. Voilà. Je ne m'attendais pas à entendre de la bouche d'une personnalité comme Alberto da Costa ce mot Ubuntu. Alors je vous dis, Ubuntu n'est pas un phénomène paroissial, c'est une ressource à explorer, à exploiter, à partager. Qui a pu écrire ça? Jean-Paul Sagadou. Des rencontres de personnes extraordinaires de tous les continents. Décidément, ce forum est bien international. Merci pour ces retours. Donc, ce que je disais, c'est ce... Bravo. Ce manifeste, vous êtes invités toutes et tous à le signer. Si nos témoins veulent aller le signer directement sur le grand panneau, ça peut être chouette. Et je passe la parole au groupe qui a travaillé sur ce manifeste, sur qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on en fait un outil du lobbying. Est-ce qu'il y avait un porte-parole du groupe? Une porte-parole? Ah d'accord, alors, ok. Donc c'est Emmanuel Carros qui sera le porte-parole de ce groupe-là et qui est élu aux Relations internationales de la ville de Grenoble. Mais avant de lui donner la parole,
parce qu'on a un enchaînement aussi à faire. On a eu une petite vidéo qui nous a été envoyée par le maire d'Ixelles. Alors Ixelles, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des communes de la région de Bruxelles. Et on peut le dire un peu comme ça, mais une de nos idées, c'est de se dire il faut peut-être que pour le prochain forum du bien vivre, on sorte du village gaulois et grenoblois et qu'on essaye d'aller ailleurs. Et on a un peu démarché les gens de Bruxelles en se disant tiens, là-bas, on a des sacrées relations entre l'université, la recherche, la société civile, les associations et puis les élus. Donc, il nous a envoyé un petit message. On vient juste de le recevoir. Donc, autant vous dire que ce sera du sans filtre, comme on aime bien dire chez nous. Ça veut dire que c'est aussi quelqu'un qui n'a pas vécu ce forum, qui va aussi nous ramener dans ce que c'est le quotidien d'une vie d'élu, pour ceux et celles d'entre nous qui étaient dans l'atelier sur qu'est-ce que ça veut dire être un élu, comment est-ce qu'on prend des décisions compliquées pour demain, comment est-ce qu'on scoltine le quotidien. Je crois que ça fera pas mal écho, et avec peut-être un appel à un prochain rendez-vous. Donc on va regarder la vidéo du maire d'Ixelles qui dure une petite dizaine de minutes. C'est parti. Bonjour, je suis Christos Zoulkeredis, bourgmestre, comme on dit chez nous, ici, en Belgique, maire de la commune d'Ixelles, qui est située donc à Bruxelles. C'est une commune avec une population de 89 000 habitants, une commune assez centrale dans la ville. Nous avons 2 universités, plusieurs hautes écoles, la présence du Parlement européen, plus de 170 nationalités différentes. On peut dire qu'on peut faire le tour du monde très rapidement en étant simplement présent ici. J'aurais énormément apprécié participer à un forum avec d'autres maires sur cette question fondamentale du bien-être. Et malheureusement, je ne peux pas être avec vous. Alors parce que d'abord, je dirais très rapidement que être maire d'une ville comme celle-ci pose la question peut-être du bien-être de ses responsables, parce qu'on est confronté à tellement de défis pour le moment, et avec des urgences qui viennent d'un peu partout, que dégager du temps pour de la concertation, qui est pourtant indispensable, pour pouvoir aller s'inspirer de ce que les autres font, pour pouvoir aussi partager ses propres expériences, malheureusement, le temps qui reste n'est pas toujours disponible, et je le regrette profondément. Néanmoins, je voulais partager quelques éléments avec vous de l'expérience que j'ai d'être maire ici maintenant depuis un peu plus de 3 ans. J'ai eu d'autres responsabilités politiques auparavant. Poser la question du bien-être, à mes yeux, évoque 2 dimensions. La première dimension est peut-être la plus évidente, c'est celle de la relation que l'on a avec sa nature, avec son environnement, avec la santé. Ce sont toutes des questions écologiques que les partis écologistes ont mis dans le débat depuis plusieurs décennies maintenant, et qui malheureusement continuent à ne pas constituer la priorité des actions telles qu'on rêverait de pouvoir les porter et telles que l'urgence elle-même climatique nous impose de le faire. On doit changer tellement de choses dans tellement de domaines. Et même avec des résultats importants, on a été désigné avec le plus grand nombre de suffrages dans notre commune en 2018. Les habitudes sont ancrées, elles sont là. Et dès qu'on veut proposer un changement, qui est pourtant indispensable, on se rend bien compte que dans nos systèmes démocratiques, ça provoque énormément de tensions, de discussions, de procédures. Ce dialogue est souvent indispensable. Parfois, il est aussi handicapant. Il est aussi source de difficultés, de tensions, il faut être honnête, ne sont pas les plus évidentes à gérer. Parce qu'en fait, changer ses habitudes, pour qui que ce soit, est quelque chose de très compliqué. Et même si on a des discours pour dire bien sûr qu'il faut rencontrer les défis climatiques, bien sûr qu'il faut aller dans le sens d'une meilleure végétalisation, d'une meilleure mobilité, un meilleur impact sur tout ce qui peut provoquer nos allergies, nos maladies, et la liste est très longue. Même si au niveau de la prise de conscience, on a un peu relevé le niveau au niveau de la population totale,
dès lors qu'il faut mettre en place un petit changement pour aller dans cette direction, oui, ok, nous sommes d'accord, mais pourquoi commencer là, pourquoi le faire là finalement, le fait que vous me bloquiez tel tunnel dans lequel je ne peux plus passer va faire en sorte que je vais devoir faire moi-même un énorme détour. Finalement, ça va être encore plus polluant, etc., etc., etc. Et, bref, on est parti à chaque fois pour des discussions pour lesquelles il faut avoir énormément de patience, de pédagogie, de détermination. Il faut aussi parfois écouter forcément les arguments. Quand ils sont bons, il faut en tenir compte absolument. Mais il faut une énergie qui est redoutable, et je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous de l'avoir, cette énergie, au service de la collectivité. Chapeau pour ce que vous faites. Je me rends bien compte de ce que ça peut représenter et du côté épuisant que ça peut faire. Je pose la question du bien-être de nous-mêmes et j'espère que vous allez bien. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Il y a une deuxième dimension qui est très importante à mes yeux quand on évoque la question du bien-être. C'est comment on vit ensemble. Et si on n'y prend pas garde, personnellement, je suis convaincu que les deux menaces principales que nous ayons à affronter en tant qu'humanité, c'est le défi climatique et c'est le vivre ensemble. Et sur ce deuxième aspect, qui finalement a aussi un lien avec le bien-être, c'est comment des femmes, des hommes qui viennent d'un peu partout dans le monde, avec des histoires différentes, avec forcément des âges différents, parviennent à cohabiter ensemble et à s'entendre et à s'unir autour d'objectifs communs. C'est pas si simple, c'est pas automatique. On ne doit pas partir du présupposé que c'est évident et que tout le monde adore ça et que ça va très bien fonctionner. Et donc ça nécessite un investissement physique dans la ville, c'est-à-dire il faut aménager sa ville, et finalement ça rejoint aussi l'objectif écologique dont on a parlé tout à l'heure, autour d'espaces où les gens peuvent se rencontrer, que les places plus végétalisées, intégrant mieux la diversité des publics, les jeunes, les moins jeunes, des terrasses pour se retrouver, discuter, parler, parfois éviter l'isolement, soient présentes, mais en même temps avec des équilibres, pas trop de bruit le soir, tard dans la nuit, de la place aussi pour ceux qui n'ont pas envie d'être en terrasse, qui sont simplement envie de se poser quelque part, prendre l'air, prendre le soleil, se retrouver avec des amis, lire un livre. Et il y a plein d'autres exemples de ce style-là. Ces équilibres-là, ces aménagements-là physiques sont extrêmement importants. De ce point de vue-là, j'ai aussi un peu la conviction que la ville réussie est une ville qui parvient à construire le meilleur équilibre entre le fait d'être à la fois le monde et le village. Le monde dans le sens où on peut retrouver des personnes d'un peu partout, une diversité de publics, une animation aussi importante, beaucoup de mouvements, parfois du bruit, mais en même temps le village, c'est-à-dire des endroits de convivialité, des endroits de rencontre, connaître son boulanger, ses voisins, ses voisines, les autres commerçants de son quartier, avoir aussi des endroits où le silence peut être garanti, avoir des bulles de silence. C'est en réussissant à construire l'équilibre entre les deux que je pense qu'on réussit une ville qui fonctionne bien. C'est donc, encore une fois, pour les autorités publiques, des efforts extrêmement importants à réaliser pour pouvoir chaque fois, sans cesse, trouver des process qui permettent de construire cet équilibre dynamique sans cesse. Et chaque fois qu'on fait un aménagement, qu'on change une place, il y a des nouvelles dimensions qui apparaissent. S'il y a un peu plus de terrasses, s'il y a un peu plus de monde, comment est-ce qu'on fait en sorte que le soir, les gens comprennent qu'il faut aussi garantir la quiétude de celles et ceux qui ont envie de dormir. Comment permettre aussi de respirer et d'être à l'extérieur sans déranger les autres. Voilà, c'est comment faire en sorte aussi qu'on gère correctement des débats publics qui ont parfois des connotations internationales, sans importer les conflits des pays d'origine, tout en permettant à chacun de pouvoir garder son identité d'origine et en même temps se sentir citoyenne et citoyen de la cité dans laquelle il se trouve maintenant. C'est construire donc des moments où les gens peuvent construire ensemble, mettre en place des budgets participatifs, où ce sont les personnes qui se rassemblent
pour pouvoir porter des projets ensemble. Faire en sorte que certaines rues puissent être fermées à certains moments clés qui sont plus paisibles, et donc fermées simplement à la circulation pour permettre de faire une fête de quartier, va dans cette direction. On a un musée, et on a mis en place un concept qui est le musée comme chez soi. Certaines œuvres débarquent chez des habitantes et des habitants. Et ça crée une émulation dans le quartier pour pouvoir découvrir cette œuvre qui est d'ailleurs contextualisée par les habitants qui les accueillent. Il y a plein d'initiatives qu'on peut prendre comme ça et qui font en sorte que là où les gens pouvaient passer les uns à côté des autres sans se connaître, on essaie de stimuler la rencontre, le dialogue. On met aussi en place des structures plus formelles, le Conseil de la nuit, pour rassembler à la fois le secteur de l'Horeca, le secteur du monde de la nuit, qui forcément offre des emplois et offre aussi des lieux où les gens peuvent un tout petit peu se défouler et s'amuser, mais aussi en lien avec la police, avec les services de prévention, avec des comités de quartier, pour construire des équilibres d'horaire, d'aménagement, qui font en sorte que ces activités peuvent se développer dans le respect et la quiétude des autres. Voilà, c'est un job, vous l'aurez compris, qui est très prenant, qui est passionnant, mais qui peut être aussi épuisant. Encore une fois, je le dis, ça m'aurait énormément plu de pouvoir participer à ce réseau. Pour le moment, je dois reconnaître que j'ai l'impression que je n'ai pas le temps de le faire. C'est pas ça, c'est un aveu de faiblesse d'une certaine façon, parce que je sais que ce sont des moments très précieux. Je vous souhaite en tout cas d'en profiter au maximum, et j'espère pouvoir participer, peut-être même un jour accueillir ce type d'événement ici à Ixelles dans les années qui viennent. Merci de m'avoir écouté. Ixelles, effectivement. Donc, il salue une des communes de la région de Bruxelles. Donc, vous voyez qu'on retient peut-être de cette intervention à la fois l'invitation à des petites actions très concrètes. On en a parlé tout au long du forum, mais on sent bien que la transition, ça passe pas aussi par cette action. Et puis, c'est ce fameux rapport au temps. Comment on se donne le temps, comment on se le laisse, comment on le prend. Finalement, pour cette restitution du travail, va aller sur les suites à donner à la fois au manifeste et puis à ce forum. On va avoir une intervention à deux voix avec d'abord une prise de parole de Sylvie Bucari de Pontuel qui va nous raconter un peu ce qui s'est dit dans cet atelier sur les suites du manifeste. Pardon. Merci, bonsoir. Alors très rapidement et tout à fait synthétiquement, le manifeste, c'est quoi ? C'est d'abord un état des lieux, en fait, qui nous a permis, 4 ans après 2018, de faire un constat finalement des actions qui avaient été entreprises pendant ces 4 ans, peut-être des interrogations que nous nous sommes posées les uns et les autres, que nous avons croisées ensemble pendant ces 3 jours. Le manifeste, c'est aussi un contexte qui est très différent d'il y a 4 ans. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui, plus qu'il y a 4 ans, l'extrême urgence, je ne dis pas l'urgence, mais aujourd'hui l'extrême urgence posée par le défi climatique, le défi de la protection de la planète. Et c'est aussi la multiplication et l'accélération des crises. Et ça aussi, c'est une différence par rapport à il y a 4 ans. Le contexte a donc changé. Nous sommes interrogés sur le fait que le manifeste, il s'inscrit dans ce contexte assez différent, d'accélération, d'aggravation au fond des défis. Deuxième chose, le manifeste, c'est aussi une capitalisation en termes d'outils et d'évaluation en particulier. Et donc, ça peut nous donner des indicateurs de pilotage pour les années à venir, en attendant le forum XXL, sans jeu de mots. Également, le manifeste et là, les différents groupes qui étaient dans l'atelier se sont rejoints en disant, au fond, pour nous, le manifeste, c'est d'abord et avant tout un outil de sensibilisation. C'est un instrument qu'on va pouvoir utiliser, nous, pour essayer de mobiliser les différentes communautés dans lesquelles nous agissons.
que nous soyons responsables politiques issus de la société civile, du monde de la recherche, du monde des entreprises, du monde des médias. Le manifeste, c'est aussi un instrument d'action politique. Dans le groupe, l'expression a été utilisée de chapeau politique. Quelque chose qui va être au-dessus de nous, qui va nous inspirer, qui va nous rassembler pour qu'ensuite on se mette en marche pour agir. Ça a été très important. Dans les différents sous-groupes ont beaucoup insisté sur cette notion de cheminement, de dynamique. On a commencé en 2018, et je devrais dire on n'a pas commencé en 2018. Ça avait largement précédé dans les années avant. Voilà, aujourd'hui on fait ce point d'étape et on le fait en identifiant un certain nombre de défis, en ayant fait émerger un certain nombre de questionnements qui n'apparaissaient pas forcément, mais en croisant nos regards, certains aspects ont émergé. Évidemment, on n'a absolument pas eu le temps de travailler ces différents questionnements et c'est à nous, chacun maintenant que nous retournons dans nos territoires, de creuser ces questionnements qui nous projettent en fait dans ces défis d'avenir avec une question que le groupe ne s'est pas posée mais que moi j'avais envie de vous renvoyer, c'est tout simplement, voilà. Nous voyons que tout ceci, nos échanges, la capitalisation de nos échanges, ça prend du temps. Or, aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face font qu'on a plus ou très peu de temps. Comment articule-t-on cette urgence avec la nécessité du temps de la réflexion, de l'efficacité de nos actions qui doivent s'inscrire dans un temps long? Je n'ai pas la réponse, nous avons tous ensemble la réponse, et c'est ce que j'ai envie aujourd'hui de vous renvoyer très immédiatement. Merci beaucoup Sylvie. Et je passe la parole pour le mot de la fin à Emmanuel Carroz, qui est adjoint au maire de Grenoble en charge des coopérations internationales. Merci beaucoup. Je voudrais associer à ce discours mon autre collègue adjoint Antoine Bach, qui est juste là. C'est la team barbu, chemise à carreaux, dégagée sur les oreilles et abdos confort. Je suis très fier, moi. Je suis très, très fier ce soir que la ville de Grenoble ait accueilli à nouveau 4 ans après le précédent forum, ce forum international du bien vivre. Alors, c'est un résultat d'une dynamique, bien sûr, collective, ancrée entre les collectivités, la société civile, l'université. Je saluais notamment et particulièrement le rôle du CCFD Terre Solidaire. J'ai une pensée également pour Marion Céline qui ont organisé ces jours. Et franchement, elle le mérite amplement. C'était une vraie réussite, notamment grâce à celles et ceux qui mettent la main dans la colle. Donc vraiment chapeau. Aux côtés de la métropole, la ville de Grenoble, bien sûr, était fortement présente. Elle a pris toute sa place dans l'organisation sur le déroulement de ces 3 jours. Nous étions de nombreux élus sur les ateliers, des techniciens pour participer, nourrir les débats, témoigner, reconnaître nos difficultés, mais surtout apprendre et s'enrichir. Parce qu'en fait, la politique, elle se fait là. Vous parliez tout à l'heure de graines. Les graines, elles se sont plantées ici, et c'est vraiment là où les élus, on doit être présents avec les citoyens, les citoyennes, les associations. Et c'est pas un hasard si la ville de Grenoble était accueillait à nouveau. C'est une année exceptionnelle à Grenoble, puisque nous sommes capitale verte européenne 2022. C'est 600 événements sur toute l'année. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dès 2020, dans notre dossier de candidature, ce Forum international du bien vivre était présent. C'était une de nos fiertés, une de nos ambitions, et ça a été déterminant pour que l'on puisse recevoir le titre de capitale verte européenne. Donc nous sommes vraiment enchantés d'avoir pu être là ces jours. Entre autres choses, puisque ce sont 6 événements internationaux qui sont tenus à Grenoble cette semaine, donc 2 événements associés au forum. Il y a également le Youth Green Summit, où presque 200 jeunes de l'Europe se sont donné rendez-vous à Grenoble pour nous donner cet élan dont nous avons tellement besoin. Et puis je voulais également citer
les sessions sur la mobilité humaine, le changement climatique, les droits environnementaux, qui sont organisées par CGLU et MC2CM notamment. Et pour avoir participé avec mon collègue Antoine aux ateliers, ce qui saute aux yeux, c'est que tout est lié en fait. Tout est vraiment lié. Nous avions le maire adjoint de Gao, Mohamed Ben Maouloud, qui était avec moi sur les ateliers migration, qui nous a expliqué le lien avec les dérèglements climatiques, les enjeux d'hospitalité, l'accès aux droits. Et donc pendant ces 3 jours, on a appris beaucoup. On a eu des représentants des pays d'Afrique, d'Amérique latine. Moi, je regrette qu'à cause du Covid, nos collègues de l'Asie n'aient pas pu venir, mais les conditions ne sont encore pas, hélas, réunies. On a créé des espaces d'échange, on a eu des sujets techniques, le donut, toujours cher à mon camarade Antoine, dans lequel Grenoble se lance. C'est lancé également Bruxelles dans le donut. Avec toujours un regard très varié d'acteurs, dont les membres du Conseil scientifique de Capitale Verte Européenne. Et ça aussi, c'est très important. Ce Conseil scientifique, c'est que sur toute l'année, on est guidé, on est interpellé, on est analysé sur nos pratiques, sur ce qu'il faut faire. Et ce Conseil scientifique nous permet, j'en suis sûr, d'aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est aussi fondamental. Et puis, ce qu'on a ressenti, c'est surtout, on a appelé à nos ressentis, nos sensibles, nos émotions, notre cœur, nos craintes. Et on a été vrai, en fait, sur ces 3 jours, je pense. Et c'est aussi, je pense, source de réussite. En tout cas, c'est ressourçant, c'est ce qui a été entendu dans les couloirs. Il faut être ressourcé parce qu'avec les rapports du GIEC, nous voyons bien que le temps se dérègle. On l'a bien vu sur ces 3 jours ici. Et ce forum a été marqué par une certaine urgence, mais aussi de l'espoir. L'espoir, la peur de ne pas être assez nombreux, d'arriver trop tard, de vider l'océan à la petite cuillère, mais l'espoir de ressentir cet élan, cette nouvelle alliance. Et en tant qu'élu, c'est vraiment ce qu'on a ressenti, cet espoir, cette mobilisation. Et vous nous aidez aussi à nous pousser à dépasser certaines limites que l'on croit indépassables. Donc c'est vraiment nécessaire. Donc pas un hasard que ce soit à Grenoble, ça continue ailleurs, ça continuera sur d'autres initiatives développées. Parce que les suites, elles ne se dessinent pas seulement dans les forums, elles se dessinent dans nos actes de tous les jours, elles se dessinent dans toutes nos politiques publiques, et je dis bien dans toutes nos politiques publiques. Donc c'est pour ça que nous, on discute avec nos réseaux des villes en transition, notamment. Il a beaucoup été question de Bruxelles, et donc le maire d'Ixelles, notamment, a fait une intervention. Peut-être qu'un jour, le forum sera à Bruxelles, à Ixelles, mais toutes les initiatives sont les bienvenues. Donc l'appel, il est lancé pour que nous nous saisissions tous, enfin que vous vous initiez tous, nous on l'a fait 2 fois, et maintenant il faut que d'autres communes portent également ce forum pour semer les autres graines ailleurs. Alors moi je suis adjoint à la mémoire à la ville de Grenoble, et moi je ne doute pas qu'en 2052, les orientations qui sont débattues ces 3 jours soient encore une référence dans 30 ans. Toutes ces graines semées vont faire des champs, vont faire des forêts. Et puis je suis également adjoint en charge des migrations et des coopérations internationales. Et j'en suis convaincu, moi, le monde bouge, de vraies alliances se créent. On a senti les alliances qui se créent aujourd'hui. Et clairement, voilà, Grenoble est très fier d'être un maillon de cette chaîne. C'est ici et ailleurs, sur une petite planète, qu'on arrivera à changer de paradigme, et en embarquant le plus grand nombre. Donc là, on a tous des missions de pèlerins, je dirais maintenant, sur le fait d'embarquer avec nous le plus grand nombre pour passer à l'action. Et le titre de cette plénière est vraiment choisi pour ça. C'est à nous maintenant de passer à l'action. Je vous remercie. Alors, on ne peut pas terminer ce forum sans la grande série des merci, et on peut commencer par eux, Aiko Buchose et Laurence Druon du collectif Un euro ne fait pas le printemps, qui nous ont emmenés voyager très loin. Bravo et merci. Un grand merci aussi à celui qui nous a permis de faire un forum du bien rire, Clé de 12. Un merci très très particulier aux traductrices qu'on a fait souffrir. Bravo. C'est un sacré exercice. Un grand merci à tous ceux qui, le matin, le soir, pendant qu'on est en train de réfléchir,
poussent des chariots, montent des grilles, installent de l'eau, des verres, etc. Tous les bénévoles qui ont permis que ce forum soit un vrai temps convivial. Merci beaucoup. Un merci à l'Université Grenoble-Alpes et à ses représentants qui nous ont accueillis pendant ces 3 jours. Un merci à un certain nombre d'entre vous qui êtes restés jusque-là et qui étaient contributeurs pour les ateliers. C'est vraiment grâce à vous que ce forum a eu une si grande richesse et qu'il a généré tant de frustration, mais on sait que ça donne envie d'avancer aussi. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez offert. Un merci à tout le comité d'organisation. On est nombreux, il faut bien le dire, nombreuses, pas mal, à avoir travaillé, à avoir rêvé ce forum depuis presque 1 an maintenant. Et je voudrais notamment remercier 3 personnes en particulier, nos 2 incroyables stagiaires, Nina et Luna, qui ont vraiment travaillé avec une maturité incroyable. Et puis, bien sûr, Marion, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Il y a 4 ans, on n'avait pas de Marion pour faire le forum et on se demande vraiment comment est-ce qu'on a survécu sans elle. Donc vraiment un grand merci pour tout ton investissement. Et puis évidemment, un grand merci à vous tous qui êtes venus pour certains de très loin. Merci et on a envie de dire à très bientôt. On a oublié un merci. Il faut remercier tous les prokaryotes, eucaryotes, tous les virus, bactéries au monde, toute la vie qui existe, sans laquelle on ne serait pas là. Et merci à Hélène Clos pour l'animation de cette clôture. Et merci à nos témoins. C'est de l'équité, voilà ce qu'il nous faut. Plus rien ne se passe en vérité, tous les calculs sont faux.